Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes vers 1937 à Paris, ou peut-être dans une petite ville balnéaire du Finistère, autour d'une table. Quelques convives sont en train de dîner. Il y a là des gens de théâtre, mais aussi quelques réfugiés politiques espagnols. En cette période, en effet, 1937, il y en a beaucoup qui fuient cette guerre civile qui, dans leur pays, en Espagne, oppose les républicains au général Franco et à ses troupes nationalistes. Parmi les invités, une adolescente à la silhouette frêle, à la chevelure noire épaisse, au visage pâle, un visage un peu triangulaire. Elle a des lèvres fines, un regard vert. Elle s'appelle María Victoria Casares. Elle est arrivée d'Espagne quelques mois plus tôt avec sa mère. Son père, qui est un ancien président du Conseil, est extrêmement opposé à Franco. Il n'a pas pu les rejoindre et on peut dire que pour la mère et la fille, tout est à rebâtir. Vous imaginez que cette dame et cette jeune fille étaient habituées à vivre dans une certaine aisance, même dans une aisance certaine, comme le note Brigitte Salino dans un article du Monde. Malgré son jeune âge, María Victoria a déjà appris l'essentiel, qu'on peut compter pour beaucoup dans un pays et n'être rien dans celui d'à côté. Ah oui, ça, c'est une découverte un peu violente. Autour de la table, on s'adresse à elle. Est-ce qu'elle voudrait réciter quelque chose ? Alors, María Victoria, qui jusqu'alors était silencieuse, se lève. Elle va prononcer quelques vers d'un poème espagnol et aussitôt, ses yeux s'emplissent de feu, des larmes se mettent à couler sur ses joues, ses mains extraordinaire, ses mains s'agitent nerveusement. L'assistance est stupéfaite, tout le monde est éberlué. Il y a un des convives qui dit « Mais il faut qu'elle joue, sinon elle étouffera ». Difficile d'imaginer pourtant le volcan qui bouillonne dans le cœur de cette jeune fille aux traits qui ont l'air tellement naïfs, encore tellement enfantins. Gloria, sa mère, qui est une blonde voluptueuse, demande alors à sa fille « Alors, est-ce que tu veux faire du théâtre ?» Et María Victoria acquiesce. Elle acquiesce de son regard pénétrant. On peut dire que sa voix, elle l'a trouvée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Plus tard, beaucoup plus tard, María Victoria se souviendra. Nous sommes arrivés à Paris le 20 novembre 1936, je crois. Je sais que le lendemain ou le surlendemain, je fêtais mon 14e anniversaire en regardant la Seine. Avec sa mère, elle pose ses valises dans un hôtel tout simple du 148 bis rue de Vaugirard. On n'est pas loin de l'hôpital Necker. C'est là, dans ce meublé pas bien accueillant, c'est là que la nouvelle vie de ces deux femmes va commencer. María Victoria est prête, elle refuse de se laisser submerger par la nostalgie ou par les images verdoyantes de cette Galice natale qu'elle ne peut que regretter, évidemment. Elle refuse de se laisser submerger par l'absence de son père, absence si douloureuse. Elle était proche, très proche de son père. Sans attendre, elle s'inscrit au lycée Victor Duruy. Désormais, on l'appelle Marie-Victoire, on a francisé son prénom. Elle se glisse dans la peau de l'élève modèle, comme le raconte Anne Plantagenet, qui est sa biographe. Cheveux au carré, serre-tête, jupe plissée, soquette, lavalière et col blanc, nous dit-elle. Elle apprend le français avec fougue. Seule la langue lui ouvrira les portes de ce monde qu'elle sent palpiter autour d'elle. Elle en est bien consciente. La langue, la culture, c'est l'essentiel. Alors, on la voit qui veut entrer dans les cafés, dans les théâtres, dans les cinémas. Elle se sent portée par cet élan de vie irrésistible qui la caractérise. Et elle se souviendra avoir été semblable à un cheval de course, dit-elle. On la voit déclamer des textes en français, on la voit articuler chaque mot avec une espèce de concentration qu'il est même difficile de décrire, et virevolter de leçons de diction en cours de comédie. Elle racontera cet appétit énorme, cette volonté, je cite, de manger la vie à pleines dents. Et il est vrai que malgré son jeune âge, Marie-Victoire a déjà côtoyer la mort de près. Lorsqu'elle était encore en Espagne, elle a travaillé avec sa mère auprès des blessés dans un hôpital de Madrid au tout début de la guerre civile et elle en a vu à l'époque, elle en a vu. À Paris, le meublé devient un lieu quasiment un refuge, en tout cas un lieu apprécié des Espagnols en exil. Mère et fille entretiennent une relation fusionnelle, ambiguë. Elles partagent même un jeune amant, pour tout vous dire. Mais pour Maria, très nerveuse, en proie à de terribles maux de ventre et qui fume vite,
cigarette sur cigarette. Pour elle, l'essentiel est ailleurs. Marie, veut se forger un avenir dans ce pays d'adoption bientôt frappé par la Seconde Guerre mondiale. Elle ne perd pas de vue son objectif, elle est accaparée par la préparation du concours d'entrée au conservatoire. C'est ça qui compte, bien sûr. Alors, elle a essuyé déjà 2 échecs, mais elle ne s'en tient pas là, peu importe. À l'automne 41, elle se présente de nouveau et on peut dire qu'elle est plus déterminée que jamais. La biographie d'Anne Plantagenet s'appelle « L'unique Maria Casares » et c'est chez Stock. Voilà ce que nous dit Anne Plantagenet. Suant à grosses gouttes et tremblant de tous ses membres, la jeune Maria, 19 ans, qui les 2 années précédentes n'avait pas pu jouer ses scènes intégralement, arrêtée au bout d'à peine 2 minutes par les coups de cloche rageur d'un jury condamnant sa prononciation impure de la langue française et sa fébrilité crispante, remerciée sans ménagement, cette fois, la jeune Maria obtient le 2e prix à l'unanimité pour l'ensemble des épreuves. On peut dire à ce moment-là que son avenir rêvé se dessine enfin. Maria Victoria est en chemin. Elle est devenue Maria Casares. Elle sera cette jeune comédienne fluette, vibrante, prête à s'offrir corps et âme au théâtre. Le théâtre, je la cite, ce bûcher qui brûle tout, mais qui fait aussi renaître. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'automne 42, ça fait 6 ans que Maria est arrivée en France. Elle a tout juste 20 ans à l'époque. Elle est à l'affiche d'une pièce de théâtre au Maturin, s'il vous plaît. Et son jeu ne passe pas inaperçu. Il est intense, ce jeu-là, et fiévreux. Il lui permet de se démarquer dans le rôle-titre de Deirdre des douleurs de John Millington Synge. La critique salue la prestation de la débutante et le 16 novembre, on peut lire dans les colonnes de Paris Soir la critique suivante. Outre l'intérêt de l'œuvre elle-même, cette représentation nous apporte encore la joie d'assister au début d'une jeune grande comédienne, mademoiselle Maria Casares. Au dernier concours du conservatoire, beaucoup déjà s'étaient ralliés sur son nom pour lui décerner moralement un premier prix. Mais le feu dont elle brûle se passe de diplôme. La ferveur qui l'anime la hausse au-dessus des concours. Comme c'est joliment dit, Maria du théâtre va très vite s'intéresser au cinéma. Elle va passer au cinéma en tournant dans Les Enfants du Paradis, bien sûr, de Marcel Carnet, et puis on la verra enchaîner les rôles. Elle doit aussi forcer son tempérament un petit peu sauvage pour faire quelques apparitions dans les soirées à la mode, et en plus on est en pleine occupation, mais la mondanité va bon train à Paris, vous savez. On dit Paris sera toujours Paris, il n'y a qu'en ce moment que Paris est en train de perdre son visage. C'est ainsi qu'un après-midi, elle se trouve entraînée par une amie à la lecture d'une pièce de Picasso, et là il y a Sartre, Simone de Beauvoir et Queneau et Lacan. Dans un coin de la pièce, Maria détaille discrètement la silhouette d'un jeune homme brun, mince. Il lit à voix haute les indications de la pièce au comédien. C'est un écrivain, il a 31 ans et donc, vous le savez et vous l'attendez, il s'appelle Albert Camus. Maria ne tarde pas à le retrouver puisqu'elle joue bientôt dans une de ses pièces, dans Le Malentendu de Camus. Elle parlera de complicité innée. Et alors que les Américains s'apprêtent à débarquer sur les plages normandes, on voit ce jeune homme et cette toute jeune femme se retrouver lors d'une soirée parisienne. Simone de Beauvoir, qui est de la fête, observe Maria. Elle portait une robe de rochasse à rayures violettes et mauves, dit-elle. Elle avait tiré en arrière ses cheveux noirs. Un rire un peu strident découvrait par saccades ses jeunes dents blanches. Elle était très belle. Après la soirée, Albert Camus installe Maria Casares à l'avant de son vélo et les voilà qui traversent Paris, le cœur léger jusqu'à la rue Vaneau. Ce matin-là, dans le petit appartement de Camus, leur histoire d'amour commence. Florence Forsyth, dans Maria Casares, une actrice de rupture, publiée chez Actes Sud, nous dit « Leur histoire est celle de 2 exilés qui se retrouvent en temps de guerre et que l'Espagne rapproche. La grand-mère maternelle de Camus est espagnole et puis, tout naturellement, se cristallise autour d'eux la passion du théâtre. Mais cet amour, si intense soit-il, va s'achever avec la guerre. Albert est marié à une jeune femme qui s'apprête à rentrer d'Algérie et bientôt il sera père de jumeaux. Et Maria, devant tout cela, préfère s'effacer.
La comédienne alors se lance dans d'autres amours, dans de nouvelles aventures théâtrales aussi, et cinématographiques bien sûr. Sa présence magnifique, sa voix rauque, son jeu tellement unique font bientôt d'elle une actrice très en vue. Elle n'a pourtant pas 25 ans encore. C'est ce qui s'appelle une carrière prometteuse. Maria n'en est pas moins inquiète et nerveuse. La disparition de sa mère l'a bouleversée. Au printemps 48, alors qu'elle se promène sur le boulevard Saint-Germain, elle croise une longue silhouette familière et c'est celle d'Albert Camus, encore 4 ans jour pour jour après leur traversée de Paris à vélo. Et cette fois, ils décident de laisser libre cours à leur amour. Souvent séparés, ils s'écrivent fébrilement plusieurs fois par jour, correspondance enflammée, amusante, déchirante. Camus lui écrit juste avant l'un de ses voyages « Je remets tout entre tes mains. Je sais que pendant ces longues semaines, il y aura des hauts et des bas. Sur les sommets, la vie emporte tout. Dans les creux, la souffrance aveugle. Ce que je te demande, c'est que vivant ou replié, tu préserves l'avenir de notre amour. Ce que je souhaite, plus que la vie elle-même, c'est de te retrouver avec ton visage heureux, confiante et décidée à vaincre avec moi. » La fille d'Albert, Catherine Camus, écrira plus tard en préface à cette correspondance « Les lettres font que la terre est plus vaste, l'espace plus lumineux, l'air plus léger, simplement parce qu'ils ont existé. » Cette actrice profondément vivante peut se montrer aussi tempétueuse et ombrageuse. Camus l'a surnommée « Guerre et paix ». Il l'appelle aussi « l'unique ». En 1952, Maria, qui rêve de nouveaux défis, entre à la Comédie Française, mais après seulement 2 ans, elle va quitter la noble institution pour rejoindre le Théâtre National Populaire, le TNP de Jean Vilar. Jean Vilar, fondateur du Festival d'Avignon, vous savez, le TNP lui va bien. Elle va forger là sa légende de tragédienne. On la voit en Lady Macbeth ou en Mary Tudor. On l'applaudit au Festival d'Avignon comme sur les planches du monde entier. Et cet amour avec Camus devient un refuge tangible pour ces 2 êtres qui sont tellement marqués par l'exil. Maria, dirait-on, est en train un peu de s'apaiser. Elle ne cède plus à ces crises dont ils sont souvent ressortis anéantis et désolés, nous dit Anne Plantagenet. Il y a bien des moments encore où il lui arrive de s'abandonner à un rêve de voyage à 2, de manoir à la campagne ou de petits moulins en Bretagne avec Camus en meunier. Mais aussitôt, elle se reprend. Elle a décidé de ne plus lutter en vain contre une situation qui ne changera jamais et d'accepter pleinement l'existence qu'elle a choisi d'adopter. On aurait pu être mariés, avoir des enfants, être séparés déjà. Eh oui. Une fin d'après-midi de janvier 1960, alors qu'elle rentre d'un enregistrement à la maison de la radio. Elle regagne son appartement et c'est bizarre, depuis tout un moment, elle est prise comme d'une espèce de mauvais pressentiment. Une de ses proches est là qui l'attend chez elle et elle a à lui annoncer la plus terrible des nouvelles puisqu'Albert est mort, tué dans un accident de la route. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite de nouveau Florence Forsyth chez Actes Sud. Retranchée dans une douleur extrême, Maria pleure seule, ne voulant ni ne pouvant voir qui que ce soit. Elle reste seule avec elle-même, comme pour figer le temps durant un moment, avant de doucement, à son rythme, réaliser la réalité de la perte qu'elle vient de faire, qui vient de s'abattre sur elle. Durant 3 jours, elle demeure sans mots, calfeutrée dans la petite chambre où Camus la rejoignait, levée dans son hébétude, abasourdie par une telle injustice de la vie. Elle a 38 ans, Maria Cazares, elle a traversé déjà bien des épreuves et une fois encore, pour ne pas étouffer, elle se remet au travail. Elle est portée par le souvenir de Camus, car Maria en est persuadée, quand on a aimé quelqu'un, on l'aime toujours. Et lorsqu'une fois on n'a plus été seul, on ne l'est plus jamais. Maria quitte le TNP, elle se lance dans une nouvelle pièce, Cher menteur, au théâtre aux côtés de Pierre Brasseur. Succès phénoménal, qui lui apporte beaucoup d'argent d'ailleurs. Maria va chercher un point d'ancrage loin de l'agitation parisienne. Quelques années plus tôt, elle avait écrit à Camus « Je traîne avec moi une vieille nostalgie qui crie de plus en plus fort à mesure que les années coulent et qu'elle assiste impuissante à mon destin d'éternel exilé. Prendre racine, trouver une patrie, m'y attacher
m'attacher jusqu'à la fin. Voilà mon profond souhait. Et elle va acheter sur les bords de la Charente, le domaine de l'Avergne, maison à tourelles pleine de charme, nichée au creux de la verdure. Elle vient s'y ressourcer entre deux représentations, entre deux tournées. Elle s'y dort, nue au soleil, elle cuisine, elle lit, elle se promène en barque. On la voit bientôt dans des chorégraphies de Béjart. Elle joue aussi dans la pièce Les Paravents de Genet, une œuvre qui se déroule sur fond de guerre d'Algérie et qui fait grand scandale, comme presque toujours avec Genet. Maria multiplie les expériences. On peut dire que l'élève timide à soquette blanche et à l'accent espagnol est devenue tout simplement l'une des plus grandes et des plus sûres comédiennes de son temps. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1975, c'est la mort de Franco en Espagne et Maria décide évidemment de ne pas perdre l'occasion et de retourner dans son pays natal. C'est la première fois qu'elle remet les pieds en Espagne. Voyage réparateur, mêlé d'excitation, de joie, de déception et malgré tout, la blessure de l'exil semble s'apaiser. De retour en France, elle va demander la naturalisation française. Comme le relève Anne Plantagenet, elle écrit « J'ai voulu rester espagnole tant que j'étais réfugiée pour partager d'une manière ou d'une autre le sort des gens qui étaient les miens. Mais j'ai toujours pensé que le jour où je pourrais retourner en Espagne, je deviendrais française, même si je devais m'installer en Espagne. » Après Camus, elle a d'autres relations amoureuses, des relations parfois toxiques. Elle va finir par épouser un de ses proches, le chanteur André Schlesser. En 1980, elle va rédiger donc cette biographie dont nous nous sommes inspirés. Quand je dis nous, c'est Anne-Louise Sautreuil qui a merveilleusement préparé l'émission de ce matin. Au milieu, ça s'appelle Résidente privilégiée, la bio. L'autobiographie, devrais-je dire. Au milieu des années 90, la santé de Maria Casares commence à chanceler. Bien malgré elle, elle doit quitter la scène et elle mourra d'un cancer en novembre 96 dans son beau refuge charentais. Dans ce livre de souvenirs, elle avait peut-être livré le secret de sa vie sans concession, vie ardente et tumultueuse. Je la cite, c'est la dernière fois, mais vous allez voir, c'est merveilleux. Vieillir, écrivait-elle, c'est découvrir la transparence, brûler les frontières, fondre les limites, abattre les paravents. Y a-t-il plus passionnant voyage que celui de la vie, jusqu'à la mort incluse ? Vous écoutez Radio Classique.